Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Nous faisons aujourd'hui face à un constat irréfutable. Le bon cinéma de science-fiction se faisait rarissime à votre époque. On en avait déjà discuté ensemble il y a quelques temps dans la vidéo où je m'interrogeais sur le destin du cinéma de SF, notamment les blockbusters. Et le bilan n'a pas changé, car s'il y a bien eu de bonnes surprises avec Mars Express ou encore Nope, force est de constater qu'à chaque fois, que ce soit les œuvres dont on sait pertinemment qu'il ne faut rien attendre, comme celles qui peuvent représenter un espoir, la déception est toujours au rendez-vous, ou au mieux, on y trouve toujours à redire. La faute à une accélération des cadences de production, au fait qu'on ne laisse plus vraiment le temps de créer, ce qui suppose, rien que pour l'écriture d'un scénario, de confronter les idées, d'améliorer pas à pas, de laisser reposer, bref, de prendre son temps. Une denrée rare à votre époque, une ère lors de laquelle on semblait plus courir après le prochain projet à rentabiliser qu'à se concentrer correctement sur l'actuel. C'est pourquoi mon oreille s'est dressée lorsque j'ai appris l'existence de Mickey 17 de Bong Joon-ho. En effet, la promesse d'un film de SF par un réalisateur que j'apprécie, pour ses partis pris et sa manière de faire le cinéma, avait de quoi m'enthousiasmer. C'était la promesse d'un petit coup de pied dans la fourmilière d'une production cinématographique neurasthénique. Alors, qu'en est-il? Eh bien, avant de voir tout cela, cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire NordVPN. NordVPN, c'est un outil indispensable pour votre vie en ligne. En effet, lors de vos déplacements et que vous utilisez un Wi-Fi public, votre activité sur le net s'expose aux hackers qui peuvent en profiter pour accéder à vos données ou infecter vos appareils avec des logiciels malveillants. Grâce à NordVPN, votre adresse IP sera masquée et votre activité sera chiffrée afin d'empêcher qui que ce soit d'exploiter vos informations et de vous assurer une connexion en toute sécurité. Autre avantage, NordVPN vous permettra aussi de vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et à accéder à des sites qui sont bloqués là où vous êtes. Quand vous êtes à l'étranger, France TV, MyTF1 ou MyCanal, c'est bloqué. Donc vous vous localisez en France et vous pouvez regarder votre programme préféré, même dans une yourte en Mongolie. J'adore les yourtes. Mais pareil quand vous êtes en France, vous vous identifiez aux États-Unis et vous pouvez voir Mad Max et Venom 3 sur le Netflix américain ou Alien Romulus sur Disney+. Maintenant, quant à savoir lequel de ces trois films mérite votre attention, je vous laisse juge. Fonctionnalité de protection anti-menace qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives. Il scannera également le dark web afin de s'assurer qu'aucune de vos données n'y a fuité. Ça nous aide beaucoup sur le Nexus 6 depuis qu'on a plusieurs buts pour vérifier tout ce que fait Cyril en ligne. Vous allez pas recommencer avec ça! Oh si je vais recommencer. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive. 4 mois offerts sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Vous payez l'année en une seule fois, mais ça revient à environ 3 € par mois. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, on retourne à votre émission. Bong Joon-ho est un excellent réalisateur. La première fois que j'ai croisé sa route, c'était par hasard, à une époque où l'on zappait encore entre de multiples chaînes, histoire de trouver son bonheur. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur Memories of Murder, un polar tragicomique bien ficelé qui posait les bases du style et des thématiques du réalisateur. Puis suivirent The Host, réécriture du film de monstre où une famille attachante mais dysfonctionnelle part sauver leur plus jeune membre des griffes d'une créature aquatique. Puis Snowpiercer, ou plutôt Le Transperce-Neige. Cocorico, adaptation d'une BD française, mesdames et messieurs, dans lequel la lutte des classes trouve son expression horizontale. Okja, fable écolo, coproduite par Netflix, et donc non diffusée en cinéma, ce qui fit un sacré tollé à l'époque. Et enfin, Parasite, Palme d'Or à Cannes, chose largement méritée, tant cette fresque sociale est un exemple en termes d'écriture et de mise en scène. Du très bon cinéma. Malheureusement, je n'ai pas vu son tout premier film, Barking Dogs Never Bite, ni Mother, chose que je rattraperai à l'occasion, mais je pense que même sans ça, j'ai une bonne idée du cinéma du monsieur avec les exemples susnommés. Et il va être intéressant d'analyser la place que le film que nous traitons aujourd'hui, Mickey 17, a dans sa filmographie. Mais tout d'abord, présentons un peu la chose. Retour à la science-fiction pour Bong Joon-ho, qui mine de rien a déjà fait 3 films dans notre genre préféré. Mickey 17 est l'adaptation du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, paru en 2022. Un livre pas si ancien donc, dont le réalisateur a, semble-t-il, gardé le concept et la trame principale, mais changé beaucoup de choses. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je l'ai pas lu. Par conséquent, on ne parlera pas du travail d'adaptation ici. Le film parle donc des aventures de Mickey, de son prénom, et 17, de son numéro de matricule. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il est un remplaçable, c'est-à-dire une personne affectée aux tâches les plus dangereuses d'un voyage de colonisation de la planète Niflheim.
tâches qui entraîneront sa mort à de nombreuses reprises. D'où le numéro, puisqu'il est mort en tout 16 fois. Mais pas d'inquiétude, chacun de ces trépas sont précédés d'une sauvegarde de sa personnalité et de ses souvenirs. Procédé révolutionnaire qui ne se fait pas sans petites erreurs, puisqu'il arrive que les différentes itérations de Mike aient une personnalité un peu différente, bien qu'il soit toujours un bon bougre, un peu candide. On va dire ça comme ça. Ce qui en l'occurrence l'aide pas mal à supporter tout ce qu'on lui fait subir. Surtout, une farandole de tests scientifiques, tous plus désagréables les uns que les autres, afin d'assurer de meilleures chances de survie sur la planète pour le reste de l'équipage. Et évidemment, produire des substances qu'on va certainement pouvoir vendre par la suite. Hein, y a pas de petit profit quoi. Mais bon an mal an, il accepte son sort, surtout qu'il finit par trouver l'amour en la personne de Nasha, ce qui aide pas mal. Le fait que la mission soit dirigée par une espèce de wannabe dictateur gourou, il s'en fout. Le fait que la gestion du vaisseau ait toutes les caractéristiques des régimes autoritaires, ou des pires entreprises capitalistes, ce qui est souvent un pléonasme, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Mickey se laisse couler sur le flot de la vie. Sauf que la vie, elle aime bien lui mettre des gros coups dans la gueule. Ah oui. Notamment une chute malheureuse et la présence d'une forme de vie locale inquiétante qui laisse penser que Mickey 17 va se servir de dîner. Néanmoins, contre toute attente, il s'en sort. Et alors qu'il rentre chez lui... Les habitudes ont la vie dure, et après plusieurs résurrections, personne n'a pensé à vérifier que 17 était bien mort, créant ainsi Mickey 18. Problème, l'existence de multiples, c'est-à-dire plusieurs clonages simultanés d'une même personne, est formellement interdite, et passible de... destruction de toutes les versions physiques de celle-ci, ainsi que de sa sauvegarde. Le film se lancera alors dans les moultes péripéties de nos deux comparses, mais explorera aussi la question de la présence humaine sur cette planète que l'on croyait inhabitée. Soyons clairs, Mickey 17 contient tous les éléments qui font le charme des films de Bong Joon-ho. Des personnages hauts en couleur, voire grotesques, jusque dans leur présence physique, avec des comédiens et des comédiennes qui ont de sacrées gueules, un charisme particulier, du caractère quoi. Le grotesque, on le retrouve également dans les situations présentées, ainsi que l'ambiance tragicomique qui alterne entre des moments absolument dramatiques et d'autres parfaitement drôlatiques, avec des petits détails humoristiques qui font toujours mouche, comme lorsque l'imprimante de corps réavale Mickey afin de mieux l'imprimer, comme le faisait votre Xerox au bureau. Un montage efficace, peut-être trop diront certains, puisqu'il passe des fois rapidement d'une situation à une autre en évitant les temps morts. Et une esthétique globale plutôt plaisante, avec des décors réels, des costumes sympas, une attention apportée aux choses à ce niveau-là, ça fait plaisir. Mais outre son aspect plastique, le film expose également toutes les thématiques chères au réalisateur coréen. L'un des aspects qui me touche le plus chez Bong Joon-ho, c'est sa capacité à faire exister la petite histoire dans la grande. C'est à hauteur de ses personnages qu'il va réussir à nous embarquer dans un récit sociétal plus global, chose qui a quelque peu évolué entre ces différents films. Dans Memories of Murder, c'est la réalité de la société sud-coréenne des années 80 qui nous est montrée via cette enquête sur des féminicides en série menée par un groupe de policiers plus ou moins efficaces. On constatera que la police avait des méthodes pour le moins critiquables. Falsification de preuves, torture pour soutirer de faux aveux, faites votre choix. Une réalité de cette décennie, puisque la lente transition de la Corée du Sud vers un état démocratique n'a trouvé son aboutissement qu'au début des années 90. Dans The Host, c'est la société ultralibérale du début des années 2000 qui est critiquée via cette famille précaire qui tente en vain de se faire entendre par le gouvernement et ses sbires idiots et corrompus. Les révoltes étudiantes pour plus de démocratie des années précédentes habitent tout le récit. C'est même ce désir de liberté, cet élan contestataire, qui lutte contre la créature. Un monstre créé lui-même par le système militaro-industriel et la pollution qu'il engendre. Sauf que dans ces deux films, ces aspects sont plus en sous-texte, sous forme de symbolique ou quelques allusions dans des dialogues, mais rien de plus. Alors qu'à partir du transpersonnage, tout devient beaucoup plus évident. L'analyse sociétale est au centre même du récit avec ce train qui personnifie concrètement la pyramide sociale, et même chose dans Okja, où le propos écologiste est tout à fait évident. La chose récupère un peu de finesse dans Parasite, tant dans l'écriture que dans la mise en scène, mais ne nous y trompons pas, le film oppose tout de même deux familles aux origines sociales diamétralement opposées, la démarche reste très claire. Dans Mickey 17, toutes les thématiques de ses précédents films sont là. Critique du capitalisme et de l'autoritarisme, tout comme celui de la religion, ou tout du moins du culte de la personnalité et de la figure du messie qu'elles peuvent engendrer, avec le couple de personnages interprétés par Mark Ruffalo et Toni Collette, Kenneth Marshall et Ilfa, des spots ridicules et bouffons, qui, ça n'aura échappé à personne, en rappellent d'autres.
critique de la marchandisation des corps par la société, et ça va avec celle du monde du travail, avec toutes les mésaventures qui amènent Mickey à accepter ce que cette micro-société lui fait subir. Défense d'un point de vue écologique et le respect pour les autres formes de vie, avec les creepers, ou rampants en français, qui, on le découvrira, sont loin d'être des êtres non sentients. Bref, tout est là, c'est du Bong Joon-ho à la lettre, mais il y a un autre aspect de son cinéma que j'apprécie et qui est encore une fois présent ici. Si dans chacun de ses films, le propos est évident quant aux opinions politiques du metteur en scène et auteur, cette clarté ne se retrouve pas forcément chez ses personnages, car ceux-ci sont souvent très humains. Oui, y a pas d'autre mot. Humains dans toute leur complexité et contradiction. Ils peuvent se montrer aussi bons que lâches ou médiocres à d'autres moments. Et Mickey 17 n'échappe pas à la règle. Si Mickey est un bon bougre, il n'en reste pas moins un pleutre qui a du mal à prendre des décisions et à agir en conséquence. Son clone, Mickey 18, s'il est déjà plus volontaire et maître de son destin, a l'air beaucoup plus égoïste dans un premier temps. Tout ça pour, au final, faire preuve d'une capacité empathique certaine. Et tous les autres sont comme ça, ballottés entre des actes vertueux et d'autres plus critiquables. Une absence de manichéisme qui les rend particulièrement intéressants, aussi parce qu'ils seront des fois tiraillés par leur propre hypocrisie, comme s'ils étaient incapables de se mentir à eux-mêmes, ce qui change de beaucoup de productions cinématographiques de votre époque. Dans le film, il n'y a guère que les deux tyrans illuminés pour ne connaître aucune forme de rédemption ou d'humanité, appuyant définitivement leur caractère détestable. Donc résumons, un propos avec lequel je suis en accord, des décors et des effets spéciaux de qualité, une mise en scène efficace bien que relativement classique, des bons comédiens, une histoire de SF sympa, que demande le peuple? Bah, c'est là que le bas blesse. Si j'ai passé globalement un bon moment devant le film, plus j'y réfléchis, et plus je trouve que tout ça était un peu vain. Bon, déjà, je vais être clair, c'est pas le meilleur film du réalisateur. Je trouve qu'il y a beaucoup de redites par rapport à ses précédents films. On l'a vu, ce sont les mêmes sujets, ce qui n'est pas un problème en soi. Beaucoup de créateurs et de créatrices concentrent leur création sur les mêmes propos, sans qu'on ait une impression de redite. Notamment parce que la forme de celui-ci, par la mise en scène, ainsi que son articulation via la narration, va, elle, différer. Mais dans Mickey 17, il y a un poids de l'héritage. Un exemple tout simple, la scène d'Okja où l'on voit l'un des personnages manger des parties de l'animal, un être que le film nous aura progressivement amené à apprécier. Ce moment est très réussi, car immédiatement, on ressent un malaise viscéral à la vue de ce qui se passe, appuyé par des actes sans concession et par une mise en scène qui ne cache rien. Qu'on soit vegan ou pas d'ailleurs. Bon, moi je le suis pas, mais ça m'empêche pas de comprendre intellectuellement et émotionnellement le message que Bong Joon-ho cherche à me transmettre. Je vois tout à fait les contradictions face auxquelles il me met. Eh bien dans Mickey 17, il utilise peu ou prou la même mise en scène, les mêmes actes physiques pour dénoncer ce sujet. Avec la séquence où la femme du despote là, elle coupe l'appendice d'un bébé rampeur pour le mixer et en faire une sauce dont elle se délectera immédiatement là, à grands coups de succion répétés et avec le son qui accompagne le tout. Ça n'est pas mauvais. Pas du tout, mais ça n'est pas nouveau. Tout comme ne l'est pas le côté grand guignolesque des potentats du vaisseau qui rappelle fortement ceux du transpersonnage, où la caricature frise le ridicule, oui, mais pour mieux dénoncer. Sauf que, dans le train des glaces, je trouve qu'on y croyait plus. Parce qu'on était dans du post-apo, dans un monde où les gens étaient devenus fous face au choc que représentait le fait d'avoir connu le monde d'avant et de l'avoir perdu, ou le fait de n'avoir connu que celui-ci. Un monde horrible, où les valeurs morales et les cadres sociétaux qui préservaient une forme de sanité se sont effondrés. Et donc il paraissait naturel que les puissants de ce monde aient cette théâtralité exacerbée dans leur mode de coercition et de contrôle. Chose que je comprends moins dans Mickey 17. Oui, un voyage intersidéral de 4 ans vers une planète inconnue, c'est certainement une expérience marquante dans une vie, mais c'est un vécu qui a été plus ou moins choisi par les personnages, et le vaisseau, malgré ses défauts, reste un meilleur cadre d'épanouissement que du post-apocalyptique. C'est pour ça que le grotesque des dirigeants dans cette œuvre me donne l'impression de jurer davantage avec le reste de l'univers mis en place. Surtout que régulièrement, de nombreux protagonistes vont montrer qu'ils ne sont pas dupes face à tout ça, donc pourquoi tant de passivité, surtout dans les débuts du film? Mais en fait non. J'ai tout faux. C'est pas du tout ça le problème du film. Le problème du film, c'est que lors de sa sortie, la réalité avait rattrapé la fiction, voire l'avait dépassée. À votre époque, les bouffonneries des différents dirigeants de vos sociétés avaient atteint des sommets, à des degrés différents, c'est sûr, mais le constat était alarmant à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que le film de Bong Joon-ho était à la fois une représentation stricto sensu de votre monde, des fois allant même jusqu'à prévoir des événements avant qu'ils arrivent, vous voyez très bien de quelle scène je veux parler, hein, sauf si ça a été le fait de reshoots ultérieurs, mais j'ai pas réussi à trouver d'infos fiables à ce sujet. Et à la fois, paradoxalement, ça rend Mickey 17 complètement anachronique, ou en tout cas has-been. Parce que l'intérêt d'une œuvre artistique, ce n'est pas juste d'être un pur miroir du monde, mais bien d'en tordre le reflet et d'accoucher d'autre chose, d'aller plus loin, d'autant plus lorsque l'on fait de la science-fiction.
Et c'est la première fois que je trouve que le metteur en scène natif de Daegu se manque dans cet exercice. Jusqu'à présent, tous ces films proposaient un je ne sais quoi, qui allait au-delà de la réalité, tout en gardant les pieds sur terre, avec l'histoire à hauteur humaine, comme je vous l'expliquais. Et en fait, plutôt que de le comparer à sa filmographie, il serait peut-être plus cohérent de chercher une filiation entre Mickey 17 et un film comme Don't Look Up. Ces deux œuvres sont vraiment les purs produits de votre société post-Covid. Sauf que Don't Look Up avait au moins pour lui d'être un peu précurseur dans le domaine de ce style particulier du grotesque kafkaïen 2.0 du 21e siècle. Si on oublie Idiocratie, évidemment, mais je le mets de côté parce que lorsque ce film est sorti, personne ne prenait ça au sérieux, notamment parce que son présupposé de base était complètement tiré par les cheveux. Mais à votre époque, tout ça doit bien vous faire rire. Jaune, mais rire. En tout cas, disons que lors de la sortie de Don't Look Up, on y croyait encore un peu, à un monde logique, où des décisions logiques étaient prises. Peut-être pas tout le temps, évidemment, faut pas se leurrer, mais pas dans de telles proportions ubuesques. Je n'y vois rien de nouveau, et tout ça rend Mickey 17 assez inoffensif. Même si, chose appréciable, la fin encourage tout de même à la rébellion et se termine sur un message d'espoir. Et malheureusement, j'ai du mal à m'enchanter face à ça, tant ça a l'air de couler de source dans le film, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Notamment parce que, et vous le constatez tous les jours, beaucoup de gens sont plutôt du côté des marshals de votre époque, et en premier lieu, les plus puissants. Et ce malgré le manque d'humanité, malgré la folie toujours plus intense et quotidienne du truc, hein. Et c'est triste, parce que si ce film devait convaincre quelqu'un, c'est bien ces gens-là. Sauf qu'on sait qu'il y a de grandes chances que Mickey 17 échoue dans cette tâche. Les convaincus le sont déjà, quant aux autres... Et c'est ce qui rend mon expérience de ce film plutôt douce amère, et que je sais pas trop quoi en penser, même si je suis d'accord pour dire qu'il faut pas s'enfoncer dans une torpeur mortifère face à tout ça. En tout cas, ce happy end marque un vrai changement par rapport aux œuvres précédentes du réalisateur. Dans ceci, outre le fait que l'aspect tragique était plus présent, la violence physique plus forte, et que j'ai l'impression que Mickey 17 a été édulcoré pour pouvoir être montré au plus grand nombre, les fins étaient aussi plus ambiguës, douce amères, comme je disais. Dans Memories of Murder, si le personnage principal semble avoir enfin trouvé sa voie, on ne saura jamais qui était le tueur en série. Dans The Host, la jeune fille recherchée meurt, mais son père adopte l'orphelin qu'elle a sauvé en se sacrifiant. Dans Snowpiercer, si deux enfants partent à la découverte du monde comme deux Adam et Ève post-apo, tout ce qui restait de l'humanité vient de mourir dans le crash du train. Des fins qui étaient à l'image des déroulés des films, du bon et du mauvais, représentant toute la complicité de notre existence. Chose que la dernière scène de The Host illustre parfaitement. Alors que le père et son nouveau fils adoptif partagent un repas, quelques mois après leur péripétie, une expérience clairement traumatisante qui va les marquer à vie, le journal télé commence à donner des explications sur les raisons d'existence de la créature responsable de tout leur malheur, ainsi que l'identité des coupables de cette affaire. Des informations que nous souhaitons connaître en tant que spectateurs. Pourtant, l'important à retenir pour notre salut dans ces films n'est peut-être pas dans la grande histoire, mais bien dans la petite. Chose que Mickey 17 a peut-être un peu oublié en route. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, c'est vraiment, je suis très sérieux à ce sujet, l'élément le plus important pour le référencement des vidéos. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus, et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, ça aussi c'est important, si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.